Il n'a pas voté pendant 20 ans. Il a rencontré Éric Zemmour lors d'une mission de télévision. Il est là aujourd'hui pour témoigner de son nouvel engagement démocratique. Merci d'accueillir Jean-Marc, l'abstentionniste. Ça fait 20 ans que je n'ai pas voté. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça fait 20 ans que je n'ai pas voté? Pour la même raison que des millions d'entre vous, des millions d'entre nous, tout simplement parce que la politique politicienne, on en a marre. Les mensonges, on en a marre. La langue de bois, on en a marre. Les manipulations, on en a marre. Nous, ce qu'on attend, le peuple de France, c'est simplement des politiques sincères, des hommes politiques francs, qui nous disent la vérité, juste la vérité, même si elle n'est pas toujours agréable à entendre. Alors, j'ai rencontré il y a peu de temps Éric Zemmour sur un plateau de télévision. J'étais dans ma peau d'abstentionniste. Et Éric Zemmour, l'homme que j'ai rencontré, c'est pas l'homme dont j'ai souvent entendu parler. Éric Zemmour, j'ai rencontré un homme qui avait l'air franc, il était sincère. Il m'a abordé avec énormément de simplicité, moi qui viens, comme vous, de la province, pour d'autres de Paris, mais on est des citoyens lambda et on a besoin et envie d'être entendus. Alors mon message, je l'adresse à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui doutent. Il reste 14 jours pour convaincre 1, 2, 3, 10 personnes autour de vous. Ça, c'est une chose importante. Et je m'adresse à tous les abstentionnistes de France qui, comme moi, pensent que voter ne sert à rien. Voter, ça sert à quelque chose. Voter, c'est important. Vous avez ce pouvoir de changer les choses. Éric Zemmour peut vous aider à les changer, mais il ne le fera pas tout seul. Il le fera avec vous. Il le fera avec nous tous. Alors 14 jours, c'est peu et c'est beaucoup. Alors je vous encourage toutes et tous, partout en France, déplacez-vous dans l'urne, vous serez seuls. Personne pour vous menacer, personne pour vous insulter, seul avec votre conscience. Votez pour qui vous semble être la personne la plus à même de relever la France. J'ai fait mon choix, je voterai Éric Zemmour, faites-en autant. Merci. Et donc Jean-Marc Guyot, vous êtes auto-entrepreneur dans le bâtiment, vous avez 56 ans, vous êtes venu de Charente-Maritime. Oui. Bon, vous avez 2 enfants, vous ne croyez plus non plus en la politique? Alors je crois dans la politique, ça c'est une certitude. J'ai beaucoup plus de mal à croire dans les leaders politiques. Alors pourquoi est-ce que j'ai du mal à croire dans les leaders politiques? Je vais reprendre un petit peu ce que tout le monde a dit sur ce plateau. C'est beaucoup de promesses. Je comprends qu'on en fasse des promesses, c'est nécessaire. Je pense que quand on veut être élu, il faut proposer des choses. Mais je crois que ce qui est très important et ce dont on manque vraiment beaucoup aujourd'hui dans ce pays, je pense que beaucoup de Français seront d'accord avec moi, c'est ce qu'on attend, c'est pas des promesses vaines, on veut de la vérité, on veut de la sincérité, on veut de l'authenticité. Et ce qu'on veut surtout éviter, c'est cette langue maternelle de beaucoup de leaders politiques qui est la langue de bois, c'est-à-dire qu'on dit les choses sans prendre vraiment conscience de ce qu'elles engagent, c'est-à-dire l'espoir que des promesses apportent, et ces espoirs, quand ils sont déçus, ils conduisent à l'absentéisme. Et qu'attendez-vous du coup de Valérie Pécresse? On croit le deviner, c'est qu'il n'y ait pas de langue de bois? Alors, c'est qu'il n'y ait pas de langue de bois, de l'authenticité, de la sincérité, et puis j'attends de Valérie Pécresse qu'elle me donne envie d'aller voter, et qu'elle me démontre que j'ai peut-être eu tort, et moi je n'ai pas voté depuis 2002, et que elle me donne envie en 2022, donc cette année, d'aller voter.
20 ans après. 20 ans après. Vous êtes entrepreneur dans le bâtiment, vous avez 56 ans, que vous avez 2 enfants et que vous ne votez plus, vous nous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2002, c'est bien ça? Oui, depuis 2002. Alors, est-ce que ça vous a redonné un peu de tonus politique? Alors, il y aurait 1000 choses à dire sur ce que je viens d'entendre de Valérie Pécresse. Et la première chose à dire, d'abord, je crois que c'est qu'on est d'abord déjà des millions de Français qui auraient rêvé d'être à notre place pour pouvoir vous dire ce qu'on peut ressentir quand on est confronté à un grand leader politique. Parce que nous, on a l'habitude de rencontrer les maires, on a l'habitude de rencontrer les députés, mais des candidats à une élection présidentielle, je crois que ça doit arriver une fois dans une vie. Alors, il y a une chose que je voudrais relever. Je vais essayer d'être très rapide. La première chose, c'est une phrase que vous avez dite, que tellement d'hommes politiques et de femmes politiques ont dite, c'est, et vous l'avez dit comme ça, il faut me croire. Il faut me croire. Tout le problème, il est là. C'est une phrase qu'il ne faut plus dire. Je pense que c'est une phrase qu'il faut éviter de dire. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà tellement entendue, cette phrase « il faut me croire ». Et il y a tellement de gens qui attendent encore les suites à ces phrases que moi j'ai envie de poser la question à vous, bien sûr, et puis je la poserai, si j'en ai l'occasion, à d'autres candidats, c'est est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire une promesse qu'on est sûr de tenir plutôt que 10 promesses qu'on n'est pas sûr de tenir ? Parce que le thème de cette émission, c'est quoi ? C'est mission convaincre. Convaincre qui ? Pas convaincre ceux qui sont déjà dans votre camp, ceux-là sont déjà convaincus. Donc convaincre les autres que votre discours et que votre projet est meilleur peut-être pas, mais en tout cas plus adapté à la situation du pays que le projet des autres. Alors peut-être la réponse de Valérie Pécresse, plutôt une promesse que 10, mais qu'on est sûr de pouvoir mais le problème, c'est qu'il faut tout changer dans le pays. Moi, il faut changer l'école qui va mal, il faut changer la justice qui est noyée, il faut changer la santé, il y a plus de médecins, il y a plus de soins. Donc, moi, je peux pas vous faire qu'une seule promesse. Je suis obligée d'avoir un projet global pour redresser la France. Et j'entends ce que vous me dites. Alors, c'est peut-être aussi parce que dans ma région, j'ai présenté un projet global aussi et je l'ai fait, j'ai tenu mes engagements. Et c'est ça qui me frustre, c'est que les Français des autres régions n'ont peut-être pas la connaissance aussi de tout ce que j'ai fait chez moi et qui fait que finalement j'ai eu un bon bilan et que j'ai été réélue. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément qui peut vous convaincre, Jean. Valérie Pécresse dit la politique par la preuve. J'ai été réélue dans ma région parce que, en gros, on me dit que j'ai fait ce que j'avais dit. En tout cas, les électeurs qui m'ont réélu l'ont pensé. Je crois que déjà avoir des résultats positifs à l'échelle locale, c'est encourageant. C'est mieux en tout cas que d'avoir un résultat négatif. Je pense qu'effectivement ça c'est encourageant. La question que je me pose pour convaincre les gens sceptiques, elle est très simple, je vais être très très rapide parce que je vais laisser la parole à mes collègues, c'est est-ce que aujourd'hui la méthode utilisée par les politiques est bonne pour convaincre les sceptiques ? Est-ce qu'on ne devrait pas faire de la politique autrement ? C'est-à-dire faire de la politique autrement, c'est d'abord éviter, on est dans des avalanches de chiffres invérifiables pour le commun des mortels, des avalanches de sujets techniques que la plupart des gens ne connaissent pas, alors ils entendent, ils sont assis, ils écoutent, puis ils disent on va bien essayer de les croire. Alors c'est nous qui les poussons parfois à être précis sur les chiffres. Parce que sinon, là, on risque d'être dans des promesses un peu floues. Alors être précis sur les chiffres, mais est-ce que vous ne croyez pas que pour pouvoir renouer le peuple avec les politiques, parce qu'aujourd'hui je crois qu'il y a un constat, c'est qu'il y a une fracture entre beaucoup d'électeurs et les grands leaders politiques, pour renouer, est-ce qu'il ne faut déjà pas, et là on va parler des chantiers, vous avez posé la question à Valérie Pécresse de dire quel serait votre premier grand chantier. Alors il y en a plein des chantiers, mais je crois que le premier chantier auquel devraient s'intéresser les hommes politiques, c'est la reconquête du cœur des électeurs. C'est ça le premier chantier, parce que si on gagne ce chantier-là, et si on arrive à le rebâtir ce chantier-là, je pense qu'on peut mieux faire passer le message pour tous les autres. Et comment comptez-vous, vous, Madame Pécresse, vous y prendre pour qu'on ait envie de vous croire et pour conquérir le cœur de tous les sceptiques ? Est-ce que vous allez dire, comme tous les autres, j'ai la solution ? C'est pas l'autre, c'est j'ai la solution. Ou est-ce que vous allez peut-être changer de méthode ? Oui, alors moins dire et peut-être plus. Elle vous répond. Non, mais je vais vous dire, c'est très intéressant parce que les débats face à face avec les Français, c'est mon deuxième. J'en ai fait un il y a quelques semaines en Corrèze avec un panel de Français qui étaient venus me poser des questions. Les débats comme ça, en réalité, sont
je crois, extrêmement productif pour moi, mais aussi pour vous. C'est-à-dire que ça vous permet de vous faire votre avis. Et je pense que je vais essayer de travailler ça dans le reste de la campagne. C'est-à-dire, plutôt que de faire un grand meeting où vous avez raison, je vais parler qu'à des gens qui m'aiment déjà, et qui seront très enthousiastes parce qu'ils m'aiment déjà. Mais finalement, bon, j'irai pas parler à ceux qui ne me connaissent pas. Essayer d'aller sur le terrain en immersion, rencontrer des Français dans un territoire et parler avec eux de leur sujet. Et voir comment... Et que ces débats-là, ils soient un peu médiatisés. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais parler avec des agriculteurs, on me voit parler avec des agriculteurs. Si je vais parler avec des infirmiers, on me voit parler avec des infirmiers, avec des restaurateurs. Donc, parler avec eux dans leur territoire, de leur vie, et comment ma politique peut changer leur vie. Parce que je crois que le sujet, quand même, de la politique, c'est changer la vie. Est-ce que je vais réussir à vous changer votre vie ? Et essayer de vous convaincre de ça. Mais peut-être en changeant de méthode. En changeant de méthode. Sceptique, Jean-Marc. Changeant de méthode. Alors je suis quelqu'un qui... Je suis jamais complètement sceptique. Hein. Bon, pour moi, il faut toujours ouvrir la porte. Il y a des choses qui vous ont convaincu. Il y a des moments où vous vous êtes dit, tiens, j'y crois. Il y a des choses, il y a des moments où vous avez entendu, où le lien s'est renoué, où il s'est passé quelque chose. J'ai envie de croire à une forme de sincérité. Vous l'avez observé ? Je l'ai ressenti. Une forme de sincérité dans l'intention. Mais je pense qu'il faut, au-delà de la sincérité dans l'intention, je pense qu'il faut avoir aussi la dimension, la capacité, le charisme de persuader que l'intention c'est bien, mais que l'action c'est mieux, et que le résultat qui doit suivre l'action, c'est ça que nous, en France, dans les régions, dans les provinces, dans les villages, loin des, entre guillemets, du parisianisme, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Vous êtes là on a l'habitude. Vous êtes là venu de plusieurs régions de France. On adore la capitale. Ne vous excusez pas, on a l'habitude. Mais je crois que ce qu'attendent les gens, loin de tout ce qui se passe dans les bureaux parisiens, dans les ministères et à l'Élysée, je crois que ce qu'ils attendent, c'est des mots simples, des mots très simples, et je crois que c'est la base de tout pour renouer la communication avec le peuple français et l'inviter à venir vous soutenir aux élections. Quand je dis vous, c'est tous les candidats. Bien. Merci beaucoup, merci Jean-Marc. On va continuer à échanger. Jean-Marc, vous êtes entrepreneur dans le bâtiment, vous connaissez bien maintenant c'est notre 3e émission ensemble, 56 ans, 2 enfants, auto-entrepreneur, donc maître d'œuvre en bâtiment. Et je précise que comme presque tous installés là, vous avez d'une façon ou d'une autre participé, soutenu, été sympathisant, ou en tout cas regardé d'un bon œil le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, ça c'est à dire, c'est à préciser. Et vous avez été en opposition avec ce mouvement à la fin à cause de la violence, mais voilà, c'est aussi une caractéristique peut-être des abstentionnistes, pas tous bien sûr, mais ça existe. Vous n'avez plus voté depuis 2007, vous n'avez pas voté en 2017, ni en 2012, ni en 2007, et le dernier vote c'est en 2002 pour Jacques Chirac, aux 2 tours. Il était proche des gens et pas arrogant, voilà ce que vous dites. Quelle image avez-vous de Marine Le Pen ? Alors c'est difficile j'aime pas avoir une image de quelqu'un que je ne connais pas, parce que préfère connaître le fond. Donc j'essaie de pas me faire d'image. Je préfère vous dire ce que j'attends de Marine Le Pen, comme d'ailleurs je l'attends de tous les candidats, c'est un déclic. Que les candidats provoquent un déclic. On est des millions à s'abstenir. Il y en avait 16% il y a quelques années, on est passé à 20%, la dernière élection 24%. Si la logique est respectée, on peut imaginer qu'il y aura 28 voire 30% d'abstention cette année. Et la question c'est pourquoi ? Et ce que j'ai envie de vous poser d'abord, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter comme changement ? Est-ce qu'il y a vraiment pas... C'est pas le moment de modifier le discours, de modifier tout un tas de choses, de faire de la politique autrement pour nous donner envie d'aller voter, mais pas seulement d'aller voter maintenant et après on nous oublie. C'est-à-dire que je pense qu'il faut impliquer les concitoyens dans la politique de ce pays. Voilà, je crois que c'est ça la démocratie, c'est que le peuple se sente concerné tout le temps et pas seulement au moment des élections. Bien, gros cahier des charges pour cette émission, donc gros cahier des charges pour vous, Marine Le Pen. Mais Jean-Marc, simplement une impression à mi-parcours, peut-être une impression simplement. L'impression que on l'évoquera tout à l'heure, mais le sujet que je voudrais vraiment remettre au cœur de l'émission, si on en a le temps, c'est l'abstentionnisme. Pourquoi il y a des gens qui s'abstiennent ? Pourquoi on a un problème ? Est-ce que vous trouvez des raisons de retourner dans l'isoloir ? Par exemple.
les politiques, d'une manière générale, ils parlent énormément. Le peuple français, il écoute et il entend énormément. C'est un petit reproche, ça ? Non. Ah bon ? Non, mais par contre, là où il pourrait y avoir un petit reproche, c'est que je pense que les Françaises et les Français, ils ont vraiment besoin de s'exprimer davantage. Ils ont surtout besoin... Non mais vous êtes là pour ça, Jean-Marc. Voilà, ils ont besoin qu'on les écoute, pas seulement qu'on les entende. Alors, dites. Et surtout, je crois qu'il faut que les politiques se posent la question de savoir si on n'a pas un vrai problème de démocratie dans ce pays. La démocratie, c'est quoi ? Le premier exemple qu'on a, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous m'avez devancé, je voulais l'évoquer, c'est le problème des parrainages. Je trouve personnellement, et ça n'engage que moi, totalement inacceptable qu'aujourd'hui, des candidats comme vous, des candidats comme Éric Zemmour ou même Jean-Luc Mélenchon, qui sont des candidats qui portent un électorat massif, n'aient pas leur suffrage quand d'autres... Et même si on représente 0,5%, la démocratie veut qu'on puisse s'exprimer. Mais je trouve que là, il y a un vrai problème de démocratie. Et d'un mot sur les déclarations de Marine Le Pen depuis Alors, sur les déclarations de Marine Le Pen, 1h15, 1h30. je trouve Marine Le Pen franche. Je trouve Marine Le Pen engagée. On l'entend beaucoup depuis de nombreuses années. Je pense que Marine Le Pen, elle essaye de convaincre, là où elle n'a pas convaincu encore durant des années. Je pense que vous cherchez certainement le moyen de convaincre davantage ceux qui ne le sont pas encore assez. Et je pense que vous êtes en quête d'authenticité. C'est peut-être aussi ce qui manque beaucoup aux politiques aujourd'hui, c'est de l'authenticité. Je pense que c'est ça dont... Allez-y, exprimez-vous, elle est là. Est-ce qu'elle en a de l'authenticité pour vous ? Alors ce soir, je ressens, oui, une forme d'authenticité. Alors, les politiques, hein, pour beaucoup d'entre eux, parlent vraiment très très bien. On a envie de les croire, je l'ai déjà dit dans une autre émission. On a vraiment envie de vous croire, parce que vous parlez, vous avez une maîtrise de l'art oratoire extraordinaire, et puis nous, on l'a pas, cette maîtrise-là. Mais je pense que... vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas mauvais. Il faut aller derrière... Soyons francs. Je crois qu'il faut vraiment aller derrière le discours. Et c'est pour ça que j'ai soutenu à une époque le mouvement des Gilets jaunes. Je l'ai soutenu comme madame, exactement pour les mêmes raisons. Je n'étais pas un garçon dans le besoin, mais je pense vraiment à tous ceux qui le sont. Et je pense que les politiques, et je pose la question, ont-ils vraiment conscience, au-delà de ce qu'ils nous disent, conscience de ce que vivent des millions de Français. Et ça, pour ça, il faut aller les voir, il faut aller les rencontrer, il ne faut pas seulement leur serrer les mains dans des meetings, il faut les écouter. Je crois que les politiques, pour l'instant, entendent. Marine Le Pen, elle se déplace beaucoup. Alors voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire, de mon point de vue. Vous savez, je pense que je partage tout à fait ce que vous dites. Et depuis 5 ans, moi, je suis allé vraiment au plus près des Français. Allez-y, je vous en prie. N'hésitez pas. Peu de temps. Je reviens toujours sur mon cheval de bataille et j'ai envie, j'ai envie de vous poser une question. Il y a énormément de discussions, on parle chiffres, c'est vérifiable, c'est pas vérifiable, les Français peuvent pas les vérifier, les uns disent si, les autres disent autrement, on n'est pas d'accord sur des sujets, il y a des envolées verbales permanentes, c'est la démocratie. Alors j'ai envie de vous dire, en tant que candidate à la présidence, qu'est-ce que vous pourriez dire ce soir, en quelques mots, très simplement, pour convaincre tous ceux qui sont sceptiques, dont je fais partie, dont nous faisons partie, pour les convaincre que vous êtes et que vous pouvez être une alternative forte politique à tout ce qui se fait depuis une trentaine d'années. Mais parce que j'ai une vision politique qui est radicalement différente. Moi, ma vision politique, elle s'articule autour de la nation et du peuple. C'est pour lui que je veux me battre. C'est à lui que je pense dans les mesures que je construis, parce que je les ai aussi construites avec lui. Donc, pardon, mais moi, je suis un peu victime, en fait, de ceux qui ont été élus et qui n'ont pas respecté leurs promesses. Mais donnez-moi la chance de vous montrer qu'on peut respecter ces promesses. Dans des pays étrangers, des gens sont élus, ils respectent leurs promesses. Il n'y a qu'en France qu'on se permet, avec beaucoup de nonchalance, de faire des promesses qu'on ne tient jamais. Je veux dire, moi, je prends des engagements ici, je les prends devant vous, je les ai rédigés, je les ai chiffrés et je les mettrai en œuvre parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices toute ma vie pour pouvoir les mettre en œuvre, ces mesures-là. Pas pour être élu à titre personnel, pour pouvoir changer les choses. Donc si c'est pour me faire élire et pour ne rien changer, très honnêtement, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Voilà. Jadot. Jean-Marc, 56 ans, vivant en Charente-Maritime, auto-entrepreneur. Vous ne votez plus depuis 2007. Vous aviez voté en 2002. Chirac était proche des gens, il n'était pas arrogant. On entend le même discours depuis 15 ans. C'est pour cela que vous vous abstenez. Quelle image avez-vous de Yannick Jadot ? Alors, Yannick Jadot, il porte l'écologie. Alors effectivement, définir qu'est-ce qu'est l'écologie, et j'entends souvent dire, et je partage assez cette opinion, une écologie peut-être plus moderne, plus dynamique, probablement plus ambitieuse.
Il y a des termes que j'ai lus dans votre programme sur lesquels j'aimerais que vous reveniez, notamment le patriotisme écologique, la transition écologique, la tournée des possibles, etc. De manière à ce que les Français comprennent mieux ce que vous leur proposez. Et puis, surtout, une question importante à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est qu'on entend beaucoup parler des priorités, des sujets chez les Français. L'environnement, l'écologie n'est pas dans le top 3, entre guillemets. Est-ce que c'est votre sentiment? Si oui, pourquoi? Et que leur dire à ces gens pour qu'il y ait une prise de conscience que peut-être l'environnement devrait grimper les échelons dans ce que souhaite la population française pour cette élection présidentielle? C'est vrai que c'est souvent en 5e ou 6e place selon les enquêtes, un petit peu plus loin. On va écouter ceux qui sont face à vous, qui prennent des notes attentivement, vous avez remarqué depuis tout à l'heure. Je vais peut-être me tourner, vous allez nous dire si vous avez des réactions, des questions. Peut-être Jean-Marc, je vous ai vu écrire encore très scrupuleusement il y a quelques instants. Est-ce que vous êtes convaincu par ce que dit Yannick Jadot? Une réaction, une question? Alors j'ai une réaction. C'est sur la globalité du programme. On parle beaucoup d'écologie globalement. On parle de panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas si énormément de Français connaissent ne serait-ce que le sens de ce mot-là. Ce qui m'importe, c'est que je pense qu'il y a le climat d'un côté, mais est-ce que c'est vraiment ça qui intéresse le plus dans votre programme les Français, et non pas l'écologie? Et l'écologie, pour moi, ça commence dès l'enfance. C'est-à-dire, pour moi, la base de l'écologie, c'est l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est apprendre à un enfant à ne pas jeter ses ordures par la fenêtre, à des adultes à ne pas jeter les cigarettes par terre quand on sait le temps qu'il faut pour que ça disparaisse. Je pense même à ne pas fumer, moi je dis. Même à ne pas fumer, moi je dis. Oui, c'est mieux, c'est encore mieux. Donc, est-ce que vous attachez de l'importance et qu'est-ce que vous pouvez proposer au niveau de l'école, bien sûr, qui a un rôle dans l'éducation, mais aussi les parents, les familles qui ont un rôle aussi au niveau de l'éducation de leurs enfants pour commencer à apprendre l'écologie par le début, par le commencement. Je pense que toutes les histoires après le climat, tout ce qui concerne le débat sur les éoliennes, le nucléaire, c'est très important. Réponse. Mais je pense que les Français attendent peut-être déjà des réponses à des questions simples. Vous avez raison sur l'école. Vous avez raison sur l'éducation. Et aujourd'hui, c'est assez incroyable de voir à quel point les enfants sont beaucoup plus sensibilisés à ces sujets-là qu'on l'était nous-mêmes. En tout cas, que moi je l'étais, y compris même si j'habitais à la campagne. Et donc, il y a évidemment toute l'éducation, comment on se comporte, comment dans les gestes du quotidien. Et au fond, c'est retrouver une forme de bon sens. Avant, on jetait pas la nourriture, on la gardait davantage. Et il y a encore beaucoup de familles, heureusement, qui jettent pas la nourriture. Dernière question, convaincu, pas convaincu par Yannick Jadot? Un petit peu comme tout le monde, convaincu par certaines choses. Je pense qu'il y a des tas de choses que vous avez dites qui sont empreintes de bon sens. Et puis, je reste sur ma faim sur beaucoup d'autres choses. Il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, qui sont fondamentaux, comme la sécurité. Je crois vous avez raison. La sécurité, c'est ce qui préoccupe énormément de Français, des millions de gens. On n'en a absolument pas parlé. Quand j'ai lu votre programme, j'ai constaté que je le trouve assez pauvre en matière pour ce qui est de la sécurité. Et si je devais faire une conclusion et vous dire quelque chose vraiment très, très, très franchement, c'est que, au regard de tout ce que je viens d'entendre, de tout ce que vous avez dit, je pense que vous pourriez... nucléaire mis à part, je ne suis pas d'accord sur vos positions par rapport au nucléaire, mais vous pourriez faire un excellent ministre de l'Environnement. Aïe, aïe. Pour ce qui est de... C'est pas il est candidat à la présidentielle. Mais pour ce qui est de la présidentielle... À sa décharge, on n'a pas pu poser toutes les questions sur tous les sujets. C'est normal. Il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés, évidemment. Mais des thèmes tellement importants bien pour les sûr. gens. Et c'est pas moi qui ai choisi, monsieur. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'essaye de... Vous connaissez que c'est pas moi qui ai choisi. J'interviens, c'est pour ça que j'interviens. On a commencé par parler d'Ukraine. Il y a des thèmes dont on aurait pu se passer, mais ce thème-là, on aurait pu l'aborder. La sécurité, je crois que c'est fondamental. Les gens, ça les touche. Allez, la réponse de Yannick Jadot pour conclure cette émission. Je suis parfaitement d'accord. Vous savez, je rencontre beaucoup de policières et de policiers. Leur demande, c'est de retrouver du sens à leur mission. Ils l'ont perdu. C'est d'avoir des conditions de travail décentes. Ils les ont perdus. Et c'est de pouvoir être sur la voie publique pour faire de la prévention et attraper les méchants. Bonsoir Jean-Marc. Je rappelle que vous êtes auto-entrepreneur dans le bâtiment en Charente-Maritime, que la dernière fois que vous avez voté, c'était pour Jacques Chirac. Il était proche des gens, nous avez-vous dit, et il n'était pas arrogant. Et vous, quelle image avez-vous d'Éric Zemmour ?
Et qu'attendez-vous de l'émission? Et peut-être sur quelles questions aimeriez-vous l'entendre? Alors, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quelle image est-ce que j'ai d'Éric Zemmour? Je dirais, pour imager, un météore qui entre dans l'atmosphère politique. Je dirais aussi une boule de bowling qui roule sur un tapis et qui s'apprête à faire un strike politique. Donc ça, c'est l'image. Et Dieu vous entende. Ça, c'est l'image. J'ai dit qu'il s'apprête à faire un strike politique. Ça, qui souhaite faire un strike politique, ça, c'est l'image. Et ce dont j'ai envie de parler avec Éric Zemmour, ce que j'ai envie d'entendre d'Éric Zemmour, c'est au-delà du constat. On fait tous des constats. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a un débat. Quels sont les remèdes qu'on veut mettre en place face à ces constats? Et pour finir, ce qui me pose problème dans la classe politique en général et chez Éric Zemmour en particulier, c'est l'art qu'ont les politiques de remonter les Français les uns contre les autres, de cliver et de donner une image de la politique telle qu'on est nombreux à ne plus s'y intéresser et à vouloir rester chez nous le jour des élections. On revient au clivage. Cher monsieur, d'abord, je ne suis pas un homme politique. Ruth vous l'a dit tout à l'heure, j'ai été longtemps journaliste. Ruth Krief. Ruth Krief. Vous l'a dit tout à l'heure, j'ai été longtemps journaliste, écrivain, chroniqueur, etc. Donc je ne suis pas un homme politique. Donc ne me mettez pas dans la classe politique. Deuxièmement, je vous répète ce que j'ai dit à votre voisine. Ne refusez pas a priori les clivages. Le clivage, c'est sain. C'est la démocratie. Après, on se rassemble derrière le vainqueur, parce qu'il a la légitimité démocratique. Mais le clivage, ça permet de s'exprimer, ça permet de dire le réel, ça permet de dire la vérité, ça permet de se confronter les idées et d'échanger, et ensuite de s'améliorer. Donc, le clivage n'est pas le mal en soi. Ce qui est le mal, c'est le mensonge, c'est le déni, c'est le refus de voir le réel. Oui, alors, moi je voudrais réagir d'un point de vue plus global. Plus global parce qu'on est ici, on est 6 abstentionnistes, des gens qui ne votent plus. La question royale, c'est le constat. Et après, il y a la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'on ne vote plus? Je vais vous dire, moi, pourquoi je n'ai pas vraiment envie de voter. Je ne sais pas si j'irai voter cette année ou pas. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on a le sentiment, et là, c'est la classe politique, les candidats à l'élection présidentielle, on a le sentiment que tous, quand vous nous expliquez les choses, on a presque envie de vous croire tous tellement chaque candidat manie habilement l'art oratoire. On a envie de vous dire, ben oui, on quitte une émission, je vais voter pour lui. Le problème, c'est, et je rebondis sur une question, et je vous pose la question, Éric Zemmour, elle est très simple. On a cité l'exemple de ce jeune qui a sauvé, qui a été très humain. Vous aviez eu à l'époque une remarque en disant, quand on vous a posé la question, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parole? Vous avez dit non. Et tout à l'heure, quand David Pujadas vous l'a reposé, cette question, vous avez redit non. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de Français qui s'abstiennent en sont arrivés à se dire que les hommes politiques de haut niveau perdent complètement de l'humanité? Vous devenez presque des machines et vous restez sur vos positions. Et alors la question que je vous pose, est-ce que vous croyez possible qu'un candidat à l'élection présidentielle, qu'un homme politique, et je la poserai à tous les candidats, dise ouvertement en public devant des millions de téléspectateurs, là, j'ai eu tort. Je me suis trompé, j'ai eu tort. Est-ce qu'un président un candidat, un élu, peut avoir tort? Ou alors est-ce qu'il a systématiquement raison au point de ne jamais revenir? D'abord, cher monsieur, ce qui me gêne dans votre démarche, c'est que vous me mettez dans le même sac que les autres. Je refuse d'être dans le même sac que les autres. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas membre de la classe politique. Si je suis candidat à cette élection présidentielle, c'est justement parce que j'ai pensé pendant des années que le diagnostic que je faisais serait repris comme un flambeau par un politicien et un homme politique traditionnel. Et que c'est parce que j'ai été désillusionné que je suis ce soir devant vous. Deuxièmement, moi, j'ai vu ce qu'a dit Mme Pécresse hier, j'ai vu des extraits. Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit à un moment, mes convictions évoluent avec la société.
Ça aurait dû vous plaire. Moi, je ne suis pas une girouette. Excusez-moi, mes convictions n'évoluent pas avec les autres. Quand je prends une conviction, c'est que j'ai réfléchi longtemps avant. C'est que j'ai beaucoup observé, c'est que j'ai beaucoup lu, c'est que je travaille dessus. Et quand je dis à David Pujadas ce que j'ai dit, ce n'est pas de gaieté de cœur. Je sais que tout le monde va me dire « Mais c'est horrible, il est vraiment pas gentil, ce Zemmour. Enfin, ce type est formidable, il a sauvé un enfant. » Et pourquoi je fais ça ? C'est pas par plaisir de paraître le méchant. C'est parce que je pense au-delà, justement, et que je pense que la responsabilité d'un chef d'État, ce n'est pas d'être comme les autres. C'est de considérer le destin du pays et non pas de s'arrêter à des considérations personnelles. Vous voyez, c'est bien de dire « je ne veux pas blesser tel ou tel ». C'est bien de dire « je serai humain ». C'est formidable. À la télévision, c'est formidable. Les gens vous disent « ah, il est bien ce type, c'est un bon gars ». Et puis finalement, qu'est-ce que c'est ? On est sur le quinquennat Macron, 2 millions d'étrangers en plus. On est à 1800 agressions par jour. On est à d'innombrables enclaves étrangères comme à Roubaix. On peut pas faire l'un et Ça, c'est le résultat de l'humanité de nos dirigeants, cher monsieur. On ne peut pas faire l'un et l'autre. Non, on ne peut pas faire l'un et l'autre. Vous savez, je crois qu'un chef d'État aujourd'hui, ne peut plus se permettre de ne pas être ferme. Et ce qu'on appelle ma brutalité n'est que le reflet de la faiblesse des autres. Merci, monsieur. Jean-Marc ? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'Éric Zemmour est convaincu, passionné. Et je crois que vous aimez bien les citations. Je vais la lire parce que je pense je la développerai un peu, mais elle est importante et elle vient de quelqu'un que vous aimez bien, qui a dit « Les hommes de génie sont des météores qui brûlent pour éclairer leur siècle. » Bonaparte. Voilà. Alors la suite de ma question, c'était est-ce que vous brûlez pour la France ? Ça, je pense que beaucoup de Français en sont convaincus. Mais moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'à trop brûler pour la France, on ne risque pas de l'embraser ? Ça, c'est la première question. Et c'est donc une question sur la méthode. C'est-à-dire que j'étais, juste avant de venir à cette émission, je discutais avec quelqu'un qui m'est très cher, qui a la même origine que vous, et je lui ai posé 2 questions. Je lui ai posé la première, qu'est-ce que tu penses d'Éric Zemmour ? Il m'a répondu, il est de votre génération, de la mienne, je crois qu'on est à peu près de la mienne, de la même génération, et il m'a dit, Éric Zemmour, il y a plein de constats qu'il fait que je trouve justes. Et bien sûr, ça a amené ma deuxième question, et je lui ai dit, alors, est-ce que tu penses voter pour Éric Zemmour ? Et il m'a dit, non, je ne voterai pas pour Éric Zemmour. Alors je lui ai dit, pourquoi ? Si tu penses que ce qu'il dit est juste, logiquement, tu devrais voter pour lui. Pourquoi non ? Et il m'a dit, parce qu'il me fait peur. D'où ma question. Est-ce que vous ne croyez pas, monsieur Zemmour, que pour convaincre une majorité de ce pays, il faut trouver la solution, si c'est parce que vous souhaitez être élu président de la République, pour avoir un discours, un comportement, des mots qui font qu'on ne clive plus, qu'on ne fait plus peur, parce que je crois que c'est ça le problème que vous rencontrez aujourd'hui, c'est un clivage fondamental entre ceux que vous galvanisez, ceux qui vous adorent et ceux qui vous abhorrent. D'abord, et c'est marrant parce qu'on revient à la discussion initiale, le clivage, je vous le répète, n'est pas mal en soi. Le clivage, c'est la démocratie. Mais pas trop de clivage. Mais vous savez... Il y a des nuances dans le clivage. Pardonnez-moi de cette comparaison, hein. C'est pas du tout que j'ai la grosse tête, mais le général de Gaulle était adulé et tellement détesté que certains ont voulu l'assassiner. François Mitterrand, de même, était adulé par les siens et haï par les autres. Ce n'est pas du tout un critère pour ne pas être élu président de la République. Vous savez, en 1981, il y avait une partie de la France qui était persuadée que les chars russes allaient arriver. Et en 1958, le Parti communiste avait une affiche dans laquelle on voyait le général de Gaulle qui bâillonnait une Marianne, la France, et en disant « le gaullisme, c'est le fascisme ». Vous voyez ? Bon. Donc c'est vous dire que le clivage a été de tout temps et il a toujours été dur, brutal, et ça n'a pas empêché la démocratie de s'exprimer et il n'y avait pas eu de la guerre civile. Moi, je considère qu'au contraire, je suis le candidat de la paix. Je suis le candidat du rétablissement de la paix qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui,
Tout le monde a peur de se faire agresser, tout le monde a peur de se faire voler, tout le monde a peur de se faire tabasser par une bande de racailles. C'est ça aujourd'hui qui existe. Moi, je suis justement le candidat qui veut rétablir la paix et la tranquillité des Français. Et pour rétablir la paix et la tranquillité des Français, je prends sur moi la fermeté. C'est ça le rôle du chef de l'État. Le rôle du chef de l'État, ce n'est pas d'être gentil et de faire attention à ne pas blesser les uns et les autres et d'avancer avec et de vouloir être tendre avec tout le monde. Je vais revenir sur une autre citation parce que j'essaie d'élargir le débat parce qu'il y a les points techniques, on parle des propositions des candidats et je pense qu'on sait tous, en tout cas nous les abstentionnistes, que si on s'abstient souvent, c'est parce qu'on a le sentiment que nombre de propositions restent des propositions, nombre de promesses restent des promesses. Alors l'autre citation, c'est le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. Et vous me faites plaisir, cher monsieur. Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Parce que moi, je voudrais l'inverser, et je vais vous dire en quelques secondes pourquoi. Moi, je dirais plutôt que la tête d'un homme d'État doit être dans son cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que la tête, elle décide, elle dirige, elle apprend, elle s'instruit, le cœur, il ressent. Et je crois sincèrement qu'un homme d'État, qu'un chef d'État, pour bien diriger, doit d'abord ressentir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il ait de tête. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait un cœur qui ressente son peuple, mais son peuple dans la globalité. Et donc, de ces deux phrases, laquelle vous correspondrait le plus? Dans quel sens? La première. La première. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez tout à fait raison. Il faut ressentir son peuple. Il faut ressentir ses craintes, ses espoirs, ses ambitions, ses rêves. Et après, il faut les exprimer. Il faut les incarner. Et c'est là où la tête arrive. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour ce jeune homme dont on m'a reproché de dire non, je l'aurais quand même expulsé. Le cœur l'aurait gardé. La tête l'expulse. Pourquoi? Parce que c'est une vision globale. C'est une approche globale. Je vous répète, le rôle d'un chef d'État n'est pas d'être un être humain comme les autres. Quand les candidats veulent être des êtres humains comme les autres et qu'ils ont des passions, des sentiments que je comprends, qui sont, moi aussi, que je partage et qui sont tout à leur honneur. Vous êtes de fer, vous êtes de marbre. Non. Je m'impose. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que ma responsabilité de chef d'État, c'est justement d'échapper à ce genre de sentiments. C'est-à-dire que ce qui est bien pour moi, en tant qu'être humain, je pense que quand on est un chef d'État, on doit justement sacrifier cela, si c'est pour le bien du peuple et pour le bien du pays. C'est une vision sacrificielle que les autres candidats n'ont pas et ont perdu. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un homme politique, parce que je considère que les hommes politiques aujourd'hui ont perdu cette fonction sacrificielle de la direction de l'État. Vous savez, un ami m'a dit, pour devenir vraiment président de la République, tu dois jamais oublier que tu es l'héritier de tous les rois, de tous les présidents, etc., d'un vieux peuple et d'un grand peuple. C'est ça qui est important. Bien. Dans quelques instants, on va...